Imaginez une jeune fille aveugle protégée par son cheval contre un ours affamé dans les montagnes. Ce qui s'est passé ce jour-là a changé à jamais toute une communauté. C'est une histoire vraie de courage qui vous fera repenser à l'amour véritable. Aimez, partagez et préparez vos mouchoirs, car ce voyage émouvant commence maintenant. Le hennissement de tonnerre coupa le silence de cette matinée d'été, comme une lame aiguisée traversant le voile de la tranquillité. Ce n'était pas le son habituel que Sophie connaissait si bien, ce hennissement doux qui la saluait chaque matin, lorsqu'elle arrivait à l'écurie d'un pas assuré, guidée uniquement par l'odeur du foin et la chaleur émanant du corps de l'animal. Cette fois, il y avait de l'urgence, il y avait de la peur, il y avait un avertissement que même sans voir, elle pouvait sentir vibrer dans chaque fibre de son être. La brume embrassait encore les montagnes autour de la ferme des Alpes quand tout commença à changer. Sophie n'avait que 12 ans, mais elle portait dans son petit corps une force qui défiait toute limitation. 3 ans auparavant, une fièvre dévastatrice lui avait volé la vue, mais pas sa détermination. Là où d'autres voyaient l'obscurité, elle trouvait un monde de sons, d'odeurs et de textures que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. Le vent murmurait des secrets à travers les feuilles des peupliers. La terre humide racontait des histoires de pluies passées. Et Tonnerre, son majestueux Appaloosa tacheté, devint le pont entre elle et le monde visuel qu'elle avait perdu. Là, Ferme des Alpes était plus qu'un foyer. C'était un sanctuaire niché dans une vallée protégée par d'anciennes montagnes qui semblaient des sentinelles éternelles. Là, 3 générations de la famille Martin avaient bâti leur vie en harmonie avec la nature sauvage qui les entourait. Samuel, le grand-père de Sophie, connaissait chaque sentier, chaque ruisseau, chaque recoin de ses terres comme les lignes de ses propres mains calleuses. C'était lui qui avait ramené Tonnerre alors qu'il n'était qu'un poulain, 3 mois après que Sophie eut perdu la vue, disant des mots qu'elle n'oublierait jamais. Parfois, la lumière dont nous avons besoin ne vient pas des yeux, mais de la connexion entre des âmes qui se reconnaissent. Michel et Carole, les parents de Sophie, avaient lutté pour accepter la nouvelle réalité de leur fille. Médecins, thérapeutes, spécialistes de tout type étaient passés par la ferme dans les premiers mois, chacun avec des promesses et des pronostics qui variaient entre espoir et résignation. Mais ce fut Tonnerre qui réalisa le véritable miracle. Dès la première rencontre, lorsque le jeune cheval s'approcha prudemment et souffla doucement sur le visage de la fillette, une communication s'établit qui transcendait les mots ou les commandements traditionnels. Au fil des mois, Sophie et Tonnerre développèrent leur propre langage. 2 coups de sabot signifiaient un obstacle devant. 3 indiquaient qu'ils devaient tourner à droite. Un hennissement doux était le signe que tout allait bien, tandis qu'un plus aigu alertait de prêter attention. Le cheval apprit à la guider non seulement physiquement, mais émotionnellement, s'approchant lorsqu'il sentait sa tristesse, s'éloignant légèrement lorsqu'il percevait qu'elle avait besoin de prouver son indépendance. La routine de la ferme tournait autour de ce partenariat extraordinaire. Chaque matin, Sophie se réveillait avec le premier chant du coq, s'habillait seule avec les vêtements qu'elle organisait méticuleusement la veille, et se dirigeait vers l'écurie. Le chemin de 200 mètres depuis la maison principale était son test quotidien de confiance. 50 pas jusqu'au portail du jardin, où l'odeur de lavande indiquait qu'elle devait tourner légèrement à gauche. 100 pas de plus suivant le son du ruisseau qui coulait parallèlement au chemin. Ensuite, le terrain passait de l'herbe au gravier, et elle savait qu'il ne manquait que 50 pas avant d'entendre le hennissement de bienvenue de Tonnerre. Thomas Dubois était le vétérinaire de la région, mais aussi quelque chose de plus. À 16 ans, avec des cheveux couleur de blé et des yeux qui portaient la même gentillesse avec laquelle il traitait les animaux, il était devenu une présence fréquente à la ferme des Alpes. Officiellement, il venait aider son père, le docteur Dubois, dans les soins de Tonnerre et des autres animaux. Mais Sophie, avec sa perception aiguisée pour les nuances que d'autres ne remarquaient pas, sentait comme sa voix changeait subtilement lorsqu'il lui parlait, comme ses pas s'attardaient un peu plus près de l'écurie lorsqu'elle était dans les environs. La première fois que leurs mains se touchèrent fut lors d'un examen de routine de Tonnerre. Thomas guidait la main de Sophie pour sentir les muscles du cheval, lui apprenant à identifier les signes de tension ou d'inconfort. Le contact ne dura que quelques secondes.
de plus que nécessaire, mais ce fut suffisant pour qu'ils sachent tous deux que quelque chose avait changé. À partir de ce jour, les visites vétérinaires devinrent plus fréquentes, et Thomas trouvait toujours des raisons d'enseigner quelque chose de nouveau à Sophie sur les soins équins. L'été s'écoulait dans sa plénitude dorée, lorsque les premiers signes de changement commencèrent à apparaître. L'hiver précédent avait été particulièrement rigoureux, avec des chutes de neige qui avaient isolé la vallée pendant des semaines. La faune sauvage avait souffert, et des murmures commencèrent à circuler parmi les fermiers concernant des observations inhabituelles. Des ours descendant des plus hautes montagnes, des loups s'approchant des troupeaux, la délicate balance entre civilisation et nature commençant à osciller. Samuel fut le premier à remarquer les changements dans le comportement de Tonnerre. Le cheval, normalement calme et prévisible, commença à montrer des signes d'inquiétude pendant les promenades. Ses oreilles bougeaient constamment, captant des sons que les humains ne pouvaient percevoir. La nuit, au lieu de se reposer couché comme c'était son habitude, il restait debout, vigilant, positionné de manière à avoir une vue claire de la forêt qui entourait la propriété. Pendant le festival d'été de la ville, Sophie et Tonnerre réalisèrent leur présentation annuelle. C'était un moment de fierté pour toute la communauté de voir la jeune aveugle exécuter des manœuvres complexes avec son cheval, guidé uniquement par des touches subtiles et une confiance mutuelle qui laissait le public dans un silence révérencieux. Thomas regardait depuis le premier rang, et lorsque Sophie descendit après la présentation parfaite, ce fut lui qui la reçut, ses mains tenant les siennes un instant, avant de la guider hors de l'arène. Carole observait le rapprochement entre sa fille et le jeune Dubois avec des sentiments contradictoires. En tant que mère, elle craignait que Sophie ne soit blessée émotionnellement, que sa condition la rende vulnérable. Mais en tant que femme, elle reconnaissait le soin sincère dans les gestes de Thomas, la façon dont il traitait Sophie, non, avec pitié, mais avec admiration pour sa force. Ce fut lors d'une conversation avec Samuel qu'elle trouva la paix. L'amour véritable ne voit pas les limitations, seulement les possibilités, dit le vieux sage. Le premier tournant subtil dans la narration vint un après-midi apparemment ordinaire. Sophie brossait Tonnerre lorsque le cheval leva soudain la tête, les narines dilatées captant quelque chose dans l'air. Elle sentit la tension parcourir le corps de l'animal comme de l'électricité. Pendant de longues minutes, tous deux restèrent, immobiles, jusqu'à ce que Tonnerre se détende. Mais quelque chose de fondamental avait changé. À partir de ce jour, le cheval commença à choisir des itinéraires différents pour ses promenades, évitant systématiquement les sentiers qui menaient au nord, près de la forêt plus dense. Le second signe vint par l'intermédiaire de Rebecca, Bernard, la chef des gardes forestiers. Lors d'une visite de routine à la ferme, elle mentionna casuellement qu'il surveillait un ours brun mâle adulte qui avait été vu dans des zones de plus en plus proches des propriétés rurales. L'animal, expliqua-t-elle, avait probablement eu des difficultés pendant l'hiver rigoureux et maintenant, avec le réveil prématuré de l'hibernation, il était affamé et potentiellement dangereux. Michel réagit immédiatement. Sa nature, protectrice affleurant avec pleine force. Il établit de nouvelles règles. Sophie ne pourrait sortir avec Tonnerre qu'accompagnée. Les promenades devraient se limiter aux zones ouvertes de la propriété, et une cloche d'urgence fut installée à des points stratégiques. La tension entre père et fille grandit comme un orage d'été, rapide et intense. Sophie se sentait emprisonnée, sa liberté durement acquise lui étant arrachée par une peur qu'elle considérait exagérée. Ce fut Thomas qui servit de médiateur dans ce conflit. Lors d'une de ses visites, il trouva Sophie pleurant silencieusement. Dans l'écurie, Tonnerre frottant gentiment son museau sur son épaule en signe de consolation. Sans dire un mot, il s'assit à ses côtés dans le foin, laissant le silence parler d'abord. Lorsqu'elle exprima enfin sa frustration, il écouta sans juger, puis partageait sa propre histoire d'un accident de jeunesse qui l'avait laissé temporairement incapable de marcher. La connexion entre eux s'approfondit dans ce moment de vulnérabilité partagée. Le troisième élément de changement se manifesta lors d'une violente tempête qui frappa la vallée une nuit de nouvelle lune. Les éclairs illuminaient le ciel comme des veines de feu, et le vent hurlait entre les arbres avec une fureur primitive. Le matin, lorsque la famille inspecta les dégâts,
Ils découvrirent qu'une section entière de la clôture nord avait été abattue par un arbre tombé. La barrière entre la ferme et la forêt sauvage avait été rompue. Pendant que Michel et les travailleurs se dépêchaient de réparer la clôture, Tonnerre montrait des signes croissants d'agitation. Le cheval refusait de manger correctement. Ses yeux restaient fixés sur l'ouverture de la clôture. Et pour la première fois depuis qu'il était arrivé à la ferme, il hennit toute la nuit. Sophie, couchée dans son lit, entendait les sons anxieux et sentait un froid parcourir son échine, qui n'avait rien à voir avec la température. Le lendemain matin, des empreintes de pas indubitables furent découvertes sur le sol humide près de la clôture endommagée. Grandes, profondes, avec des griffes clairement visibles. L'ours avait été là pendant la nuit, explorant la vulnérabilité temporaire de la propriété. Rebecca fut appelée immédiatement et confirma ce que tous craignaient. L'animal testait les limites, comportement typique d'un prédateur évaluant des sources potentielles de nourriture. La tension à la ferme devint palpable. Carole dormait, à peine, vérifiant constamment les verrous des portes et fenêtres. Michel travaillait fébrilement pour renforcer toutes les clôtures, installant des lumières avec détecteurs de mouvement autour du périmètre. Samuel, quant à lui, gardait son calme extérieur. Mais Sophie pouvait entendre l'inquiétude dans sa voix lorsqu'il racontait ses histoires nocturnes, incluant désormais toujours des leçons sur le respect et la compréhension des prédateurs. Ce fut pendant cette période tendue que se produisit le 4e moment significatif entre Sophie et Thomas. Il avait apporté un cadeau, une petite chaîne avec un pendentif en forme de fer à cheval fait par son grand-père forgeron. En lui passant la chaîne autour du cou, il expliqua que dans la tradition de sa famille, les fers à cheval protégeaient non seulement contre la malchance, mais guidaient aussi les égarés vers leur foyer. Sophie serra le pendentif, sentant le métal chauffé par ses mains, et sut que c'était plus qu'une amulette, c'était une promesse. Le 5e changement important vint par une découverte perturbante. Lors d'une patrouille matinale, des gardes forestiers trouvèrent les restes d'un veau à moins d'1 kilomètre de la ferme des Alpes. L'ours avait fait sa première victime domestique, franchissant une ligne qui augmentait drastiquement le danger pour tous dans la région. Une réunion d'urgence fut convoquée à la mairie, où des stratégies furent discutées, depuis la relocalisation de l'animal jusqu'à des mesures plus drastiques. Sophie participa à la réunion, accompagnée par Thomas, et ce fut sa voix qui apporta une perspective différente. Elle parla de coexistence, de la manière dont Tonnerre lui avait enseigné que la communication entre les espèces était possible, que la peur mutuelle ne faisait qu'escalader les conflits. Son discours, articulé et passionné, toucha de nombreuses personnes présentes, mais la réalité pratique du danger immédiat prévalut. Il fut décidé d'intensifier les efforts pour capturer et relocaliser l'ours, mais d'ici là, des restrictions sévères furent imposées. L'interdiction définitive des promenades non supervisées fut la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour le conflit le plus sérieux entre Sophie et ses parents. Des mots durs furent échangés, des portes claquées, et pour la première fois depuis qu'elle avait perdu la vue, Sophie se sentit véritablement prisonnière de sa condition. Tonnerre, sensible à l'état émotionnel de son ami, devint léthargique, comme si sa tristesse drainait sa propre vitalité. Par une nuit particulièrement difficile, Samuel trouva Sophie dans l'écurie, serrant Tonnerre dans ses bras, tous deux en silence. Le vieil homme s'assit sur une botte de foin et commença à raconter une histoire qu'il n'avait jamais partagée auparavant. Il parla de sa jeunesse, d'une rencontre avec un lynx qui aurait pu se terminer en tragédie, mais qui se transforma en un moment de compréhension mutuelle lorsqu'il choisit de ne pas agir par peur, mais par respect. La leçon était claire. La peur est un conseiller important, mais elle ne peut être le seul guide de nos actions. Le 6e tournant crucial survint lorsque Thomas, essayant d'alléger la tension, organisa un pique-nique surprise pour Sophie, dans un champ ouvert à l'intérieur de la propriété, avec vue sur les montagnes. Pendant qu'ils partageaient de la nourriture et des conversations légères, Tonnerre paissait tranquillement à proximité, toujours vigilant. Ce fut dans ce moment de paix apparente que Thomas révéla ses projets d'étudier la médecine vétérinaire à l'université d'État, à 300 km de là.
Le silence qui s'ensuivit fut plus éloquent que n'importe quel mot. Sophie sentit le monde s'incliner légèrement, comme si le sol sous ses pieds était devenu instable. Mais ce fut la réaction de Tonnerre qui la surprit. Le cheval s'approcha et se positionna entre les deux jeunes, poussant gentiment Thomas dans la direction de Sophie, comme pour dire que les distances physiques étaient insignifiantes, lorsque de véritables connexions existaient. Le 7e événement significatif survint par une matinée nuageuse, lorsque des étrangers arrivèrent à la ferme. C'étaient des chercheurs de l'université, intéressés par l'étude du lien extraordinaire entre Sophie et Tonnerre. Grâce à une série de tests non invasifs, ils documentèrent la communication subtile entre eux, les micro-expressions et les signaux qui permettaient une coordination parfaite. Les résultats préliminaires suggérèrent que la perte de la vision de Sophie avait amplifié d'autres capacités sensorielles à des niveaux exceptionnels. Pendant ces tests, quelque chose de remarquable se produisit. L'un des chercheurs laissa tomber accidentellement un équipement lourd, créant un bruit soudain. Pendant que toutes les personnes présentes sursautaient, Sophie resta calme, car Tonnerre n'avait montré aucun signe d'alarme. Cette démonstration de confiance absolue dans la perception du cheval impressionna profondément les universitaires et renforça ce que la communauté savait déjà. Le duo avait transcendé les limitations conventionnelles de communication interespèces. Le 8e changement se manifesta par un rêve récurrent que Sophie commença à avoir. Dans ce rêve, elle pouvait voir à nouveau, mais seulement à travers les yeux de Tonnerre. Elle voyait le monde dans des tons différents, percevait des menaces invisibles aux humains, sentait la vibration de la terre annonçant des approches lointaines. En partageant ses rêves avec Samuel, il sourit d'un air entendu et dit que certains liens sont si forts qu'ils permettent aux âmes de se prêter mutuellement leur sens. Ce fut par une de ces nuits de rêves vifs que Sophie se réveilla avec la certitude absolue que quelque chose était sur le point d'arriver. Tonnerre hennissait avec insistance dehors, un son qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, chargé d'urgence et de détermination. Pieds nus, elle descendit silencieusement les escaliers, chaque pas calculé pour ne pas réveiller ses parents. La discussion de la veille flottait encore dans l'air comme une fumée amère, et elle savait que sortir serait considéré comme une trahison de la confiance. Mais il y avait quelque chose dans l'appel de Tonnerre qui transcendait les règles familiales. C'était un appel primitif, une nécessité qu'elle ne pouvait ignorer. En atteignant la porte de la cuisine, elle hésita un instant, sa main sur la poignée froide. La voix de son père résonna dans sa mémoire. « Tu ne comprends pas le vrai danger qui existe dehors. » Mais la réponse vint de son cœur, avec la voix de Samuel. Le vrai danger est de vivre avec tant de peur que l'on oublie de vivre. La brume de l'aube enveloppa Sophie comme un manteau humide lorsqu'elle sortit. L'air était immobile, lourd de la promesse de pluie. Tonnerre s'approcha immédiatement, baissant la tête pour qu'elle puisse saisir sa crinière. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'écurie, où Sophie, avec des mouvements pratiqués 1000 fois, scella son compagnon. Chaque boucle, chaque ajustement était fait avec une précision automatique, ses mains connaissant chaque détail de l'équipement. La décision d'aller jusqu'au ruisseau ne fut pas consciente. Ce fut Tonnerre qui choisit la destination. Sophie fit confiance, comme elle avait toujours fait confiance, même en notant la tension inhabituelle dans les muscles du cheval sous la selle. Le chemin familier se déroula sous les sabots de Tonnerre. D'abord le sol ferme de la cour, puis la terre molle du sentier, le son changeant à mesure qu'ils traversaient différents terrains. L'odeur des pins humides indiqua quand ils entrèrent dans la partie boisée du parcours. Ils avaient parcouru environ 500 mètres lorsque Tonnerre s'arrêta brusquement. Ce ne fut pas un arrêt ordinaire, ce fut une immobilisation complète. Chaque muscle du cheval contracté, comme s'il s'était transformé en pierre. Sophie sentit le cœur de l'animal s'accélérer sous ses jambes, sentit sa respiration devenir superficielle et rapide. Instinctivement, elle retint aussi son souffle, tous ses sens aiguisés essayant de capter ce qui avait alarmé son protecteur. Le vent changea de direction, et avec lui vint l'odeur. Sauvage, musquée, indubitablement prédatrice. La peur, cette émotion primitive qui existe pour nous maintenir en vie,
inonda le corps de Sophie comme de l'eau glacée. Mais avec la peur vint la clarté. Les heures d'entraînement avec Tonnerre, les leçons de Samuel sur le comportement animal, les instincts développés à travers 3 années d'obscurité visuelle. Tout convergea en un moment de compréhension cristalline. L'ours était proche, très proche. Sophie pouvait l'entendre maintenant, sa respiration lourde, le bruissement des buissons écartés par un corps massif. Tonnerre commença à reculer lentement, chaque pas calculé pour ne pas provoquer d'attaque. Sophie resta parfaitement équilibrée, se fiant complètement au jugement du cheval. Ce fut alors qu'elle entendit le grondement bas, guttural, à moins de 20 mètres sur sa gauche. Dans son esprit, Sophie visualisa la scène comme Tonnerre devait la voir, l'ours émergeant partiellement de la végétation, évaluant si la confrontation en valait la peine. Elle savait, par les enseignements de Samuel, que les ours bruns attaquaient rarement les chevaux adultes, à moins d'être désespérés. Mais celui-ci était affamé, et la combinaison d'un cheval et d'une petite cavalière pourrait sembler une opportunité viable. Tonnerre prit une décision qui changerait tout. D'un mouvement soudain, il tourna son corps, se positionnant latéralement entre Sophie et l'ours. Puis, étonnamment, il fit plusieurs pas dans la direction opposée à Sophie, s'éloignant d'elle. Le mouvement fut si inattendu que pendant un moment, elle pensa à descendre. Mais la confiance bâtie en années de partenariat la maintint en selle. Le cheval attirait délibérément l'attention du prédateur sur lui, se présentant comme la cible la plus grande et la plus évidente. L'ours, confus par la séparation apparente entre cheval et cavalière, concentra son attention sur Tonnerre. Ce fut le moment que le cheval attendait. D'un hennissement assourdissant qui résonna dans la vallée, il se cabra sur ses pattes arrière, les sabots avant fendant l'air dans une démonstration impressionnante de force. L'ours hésita, réévaluant clairement la situation. Tonnerre profita de l'incertitude pour exécuter une série de mouvements que Sophie n'avait jamais expérimentés. Des tours rapides, des ruades précises qui maintenaient le prédateur à distance, se repositionnant toujours pour rester entre la menace et sa protégée. C'était une danse mortelle, chorégraphiée par des millions d'années d'évolution, prédateurs et proies dans leur ballet éternel. Ce fut dans ce moment de tension maximale que Sophie entendit un autre son coupant. À travers le drame, la corne d'urgence de Samuel, 3 coups aigus qui signifiaient un danger extrême. Son grand-père avait remarqué son absence et, avec l'intuition aiguisée par des décennies de vie dans les montagnes, avait su exactement où chercher. Le son de la corne fut suivi par d'autres, des chiens aboyant, des voix humaines s'approchant, le grondement de moteurs. L'ours, confronté maintenant à de multiples menaces, prit la décision pragmatique de reculer. Avec un dernier grondement de frustration, il disparut dans la végétation aussi rapidement qu'il était apparu. Tonnerre maintint sa posture défensive pendant de longues secondes, jusqu'à être sûr que le danger était passé. Ce n'est qu'alors qu'il s'approcha de Sophie, tremblant d'adrénaline et d'épuisement. Lorsque Michel et Carole arrivèrent, suivis par Thomas, Samuel et 2 gardes forestiers, ils trouvèrent Sophie démontée, serrant le cou de Tonnerre, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Ce n'étaient pas des larmes de peur, mais de compréhension profonde. Elle avait enfin compris la véritable nature de l'amour protecteur. Ce n'était pas empêcher d'affronter les dangers, mais être présent lorsque le danger arrivait. La réprimande attendue ne vint pas immédiatement. Michel, en voyant l'état de Tonnerre, avec de l'écume sur le poil et des marques de branches sur ses flancs, comprit la magnitude de ce qui s'était passé. Carole courut embrasser sa fille, le soulagement supplantant toute colère. Ce fut Thomas qui examina Tonnerre, cherchant des blessures, et déclara d'une voix étranglée que le cheval allait bien physiquement, juste épuisé. Samuel s'approcha, en dernier, posant une main calleuse sur l'épaule de Sophie. Ces mots furent simples mais chargés de sens. Aujourd'hui, vous avez prouvé tous les deux que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais d'agir avec sagesse malgré elle. Tonnerre ne t'a pas seulement protégé. Il a eu confiance en toi pour faire ta part en restant calme. C'est la danse de la vie, ma petite. Faire confiance et être digne de confiance. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre.
Des journalistes locaux voulaient des interviews, des spécialistes du comportement animal venaient examiner Tonnerre, et la ferme des Alpes devint temporairement le centre d'attention. Mais pour Sophie, le plus important se produisit dans la quiétude après la tempête. Thomas vint lui rendre visite quotidiennement, l'aidant à prendre soin de Tonnerre et processant ensemble le traumatisme partagé. Pendant une de ces après-midi, alors qu'il brossait le cheval dans un silence complice, il lui tint la main et fit une promesse. Peu importe où ses études le mèneraient, il retrouverait toujours le chemin vers elle. Le fer à cheval à son cou, dit-il, serait sa boussole. La transformation chez Michel fut peut-être la plus profonde. L'homme qui avait tenté de protéger sa fille par des restrictions comprit que la véritable protection venait de la préparation et de la confiance. Il commença à accompagner Sophie et Tonnerre dans leurs promenades, non comme un gardien, mais comme un apprenti, laissant sa fille lui apprendre à écouter la forêt comme elle l'entendait. Carole canalisa ses émotions à travers l'art, créant une série de peintures qui capturaient non seulement l'événement dramatique, mais le parcours de croissance de toute la famille. Les œuvres, exposées dans une galerie à Grenoble, touchèrent des milliers de personnes avec leur représentation honnête de la peur, de l'amour et du dépassement. L'argent récolté fut donné à des programmes de thérapie assistés par les animaux. L'ours fut finalement capturé et relocalisé dans une zone reculée du parc national, où des ressources abondantes diminueraient la nécessité de s'approcher des zones habitées. Rebecca Bernard dirigea un programme éducatif sur la coexistence avec la faune sauvage, utilisant l'expérience de Sophie et Tonnerre comme exemple de la manière dont la connaissance et le respect mutuel pouvaient prévenir des tragédies. Mois après l'incident, lors du festival d'hiver, Sophie et Tonnerre réalisèrent une présentation qui resterait gravée dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Ce ne fut pas seulement la perfection technique des mouvements, mais la connexion palpable entre cheval et cavalière qui émut l'audience. Lorsque Sophie descendit et marcha jusqu'au centre de l'arène, Tonnerre la suivit sans aucun commandement, se positionnant à ses côtés comme il le ferait toujours. Ce fut à ce moment que Sophie parla au public, sa voix claire et forte. Tonnerre m'a appris que l'obscurité n'est pas l'absence de lumière, c'est juste une manière différente de voir. Il m'a montré que la foi n'est pas croire que rien de mal n'arrivera, mais avoir confiance que lorsque cela arrivera, nous ne serons pas seuls. Chacun de nous a sa propre obscurité à affronter, ses propres ours à confronter. La question est, allons-nous laisser la peur nous emprisonner, ou allons-nous trouver notre propre lumière dans la connexion avec ceux que nous aimons? Thomas était au premier rang, comme il l'avait toujours été et le serait toujours. Lorsque Sophie descendit de l'arène, ce fut vers ses bras qu'elle marcha, guidée non par Tonnerre cette fois, mais par une certitude intérieure qui transcendait tout sens physique. Le baiser qu'ils partagèrent, doux et plein de promesses, fut accueilli par les applaudissements chaleureux de la communauté qui avait été témoin de leur parcours. Samuel, observant depuis la loge d'honneur, sourit avec la sagesse de celui qui avait vécu assez longtemps pour reconnaître les cycles de la vie qui se complétaient. Son arrière-petite-fille qu'il serrait dans ses bras, née prématurément, mais luttant avec la même détermination que sa tante Sophie, serait la prochaine génération à apprendre les leçons des montagnes. Il pouvait déjà imaginer les histoires qu'il raconterait, sur le courage, sur l'amour, sur la lumière qui brille plus fort dans l'obscurité. La ferme des Alpes continua d'être un refuge, mais elle était maintenant aussi un symbole. Des visiteurs venèrent de loin pour rencontrer Tonnerre, le cheval qui avait redéfini le sens de la protection. Mais ce qu'ils trouvaient était bien plus. Une famille qui avait transformé la limitation en force, la peur en sagesse et l'isolement en connexion profonde. Sophie établit un programme pour jeunes avec des déficiences visuelles, où Tonnerre et d'autres chevaux spécialement entraînés aidaient à bâtir la confiance et l'indépendance. Thomas, même étudiant à l'université, revenait tous les week-ends pour aider, apportant de nouvelles connaissances qui enrichissaient le programme. Leur amour, testé par la distance et renforcé par la détermination, devint un autre exemple que les barrières existent pour être surmontées. Le dernier acte de cette histoire se produisit une matinée de printemps, lorsque Sophie se réveilla avec une sensation différente. Tonnerre
n'avait pas henni son bonjour habituel. Courant vers l'écurie, elle trouva son ami couché dans le foin, respirant difficilement. Le vétérinaire confirma ce que son cœur savait déjà. À 28 ans, Tonnerre était arrivé au bout de son chemin. La famille se réunit autour du noble animal. Thomas tenait Sophie pendant qu'elle caressait la crinière de Tonnerre, murmurant des mots de gratitude et d'amour. Samuel raconta une dernière histoire, sur la façon dont les grands esprits ne nous quittent jamais vraiment. Ils changent juste de forme. Carole dessina rapidement la scène, capturant la paix qui émanait du moment malgré la tristesse. Lorsque Tonnerre rendit son dernier souffle, la tête sur les genoux de Sophie, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une jeune pouliche, née quelques mois auparavant dans la ferme voisine, hennit pour la première fois. Le son traversa la vallée exactement comme le hennissement de Tonnerre l'avait fait des années auparavant, comme si l'esprit protecteur passait le relais de sa mission. Sophie sourit à travers ses larmes, comprenant le message. Elle se leva, toujours soutenue par Thomas, et marcha en direction du nouveau son. La pouliche, qui serait appelée Espoir, s'approcha prudemment et souffla doucement sur le visage de Sophie, exactement comme Tonnerre l'avait fait lors de leur première rencontre. Le cycle recommençait, la lumière continuait de briller, et la foi demeurait inébranlable. Cette nuit-là, pendant que la famille se réunissait pour partager des souvenirs de Tonnerre, Sophie posa la question qui résonnerait dans tous les cœurs présents. Quand a été la dernière fois que nous avons permis à quelqu'un de nous protéger, non parce qu'il nous voyait faibles, mais parce qu'il reconnaissait la force qui existe à accepter l'amour? Quand laisserons-nous notre propre lumière briller à travers l'obscurité, guidés par la foi que nous ne marchons jamais seuls? Et vous, qui avez accompagné ce voyage de dépassement et d'amour inconditionnel, à quel moment permettrez-vous à l'espoir de fleurir dans votre propre désert? Quand reconnaîtrez-vous que les plus grandes protections ne viennent pas des murs que nous construisons, mais des ponts de confiance que nous osons traverser? L'histoire de Sophie et Tonnerre nous rappelle que la vraie vision ne vient pas des yeux, mais du cœur disposé à voir au-delà des apparences, à faire confiance au-delà de la peur et à aimer au-delà des limitations.